1, 2, 1, 2. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la 4e édition de Social Change, donc l'événement dédié à la RSE de Nantes Métropole. Je m'appelle Fabien, je suis directeur marketing du groupe Dynamips et aussi porteur RSE de mon entreprise, et donc je serai votre gentil animateur pour cette conférence. Une conférence qui fera la part belle à l'entreprise Cedreo et à sa démarche RSE. Cedreo qui est un éditeur de logiciels d'architecture 3D, qui compte 37 salariés, qui reste sur une croissance de l'ordre de 30% par an jusque-là, et qui ambitionne de doubler de taille tous les 3 ans. Donc de belles ambitions pour Cedreo. En matière de RSE, Cedreo, c'est un cas bien connu, puisque l'entreprise faisait déjà beaucoup de choses depuis pas mal de temps en matière de RSE, mais sans que ce soit forcément structuré, consolidé. Et puis il y a quelques mois, Cedreo s'est décidé à s'embarquer dans une labellisation B Corp, qui était vraiment une référence mondiale en matière de labellisation RSE, et qui s'est donné aussi l'objectif de devenir entreprise à mission. Donc là encore, de belles ambitions pour Cedreo. La RSE de Cedreo, c'est aussi la vision de son président, Michael Keromnes, pour qui le développement de son entreprise passe forcément par des relations étroites avec son écosystème. Et on retrouve cette vision, cet engagement jusque dans l'identité de l'entreprise, puisque évidemment le nom Cedreo fait écho au magnifique arbre, le cèdre, qui a besoin de la terre pour continuer à grandir. Et c'est très joli, c'est très poétique. Alors la problématique du jour concernant Cedreo, c'est donc comment réussir à embarquer les salariés dans une transition RSE. Et dans le cadre de Cedreo, donc, c'est comment réussir à embarquer davantage les équipes dans une accélération de cette transition RSE. Donc, c'est une conférence qui évidemment s'adresse aux entreprises qui sont déjà dans une dynamique RSE, mais ça peut aussi s'adresser aux organismes qui souhaitent tout simplement se lancer sur la RSE, puisque, on le sait, intégrer les équipes, les associés dans la démarche, c'est évidemment une bonne pratique. Pour témoigner de cette démarche chez Cedreo, donc Laetitia Longeard, qui est Communication Manager chez Cedreo. Bonjour Laetitia. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Et on aura également en expert RSE qui nous donnera ses lumières et son analyse de ce qu'il aura entendu par le témoignage de Laetitia, donc Christophe Bultel, directeur de campus à l'école de commerce Business ISG Nantes. Merci, bonjour Laetitia, bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, pour la fin, on gardera un temps pour vos questions. Alors pour ça, il y a un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez envoyer par SMS vos questions et on essaiera d'y répondre évidemment. Je vous propose de commencer. Laetitia, on va commencer par ton témoignage. Donc, oui, bien sûr. Est-ce que dans un premier temps, tu peux revenir sur cette volonté, ce besoin d'aller chercher encore davantage vos équipes ? Oui, alors au départ, effectivement, chez Cedreo, la démarche RSE, elle a été initiée, comme tu l'as dit, par Michael Keromnes, notre CEO, et effectivement, lui, dans son idée, il y avait la volonté, dès le départ, de pouvoir impliquer un maximum de salariés dans la démarche. Pour lui, dans sa logique, toute cette démarche, elle doit être intrinsèque, en fait, à la société, et surtout pas dépendre d'une seule personne, et notamment du dirigeant, qui peut vite être un goulot d'étranglement avec toutes les choses que le dirigeant doit avoir à gérer. Donc au départ, c'était un petit peu artisanal. On avait un groupe de 2-3 personnes qui recensaient les idées qui émanaient de l'ensemble des salariés. C'est des idées d'action qui partaient un petit peu dans tous les sens. Elles étaient mises au vote et les actions qui remportaient le plus de votes étaient mises en place. Donc dans un premier temps, on a eu beaucoup d'actions en lien avec la qualité de vie au travail qui touchait forcément directement l'ensemble des salariés, et tout ce qui concerne les déchets, comment on les réduit, mesurer pour pouvoir réduire, etc. Donc il n'y avait pas vraiment de stratégie globale non plus, et c'est comme tu l'as dit, quand on est allé chercher la certification B Corp, donc on a été certifié en octobre l'année dernière, en octobre 2020, où là on a commencé à structurer un petit peu plus notre démarche. D'accord. Tu m'as aussi parlé du fameux PICO. Est-ce que tu peux expliquer à notre auditoire ce que c'est chez vous ? Alors oui, le PICO, ça veut dire Positive Impact Committee. Donc on a des bureaux aux États-Unis, donc il va y avoir beaucoup d'anglicismes. Je vous prie de m'excuser par avance pour ça. Le PICO, en fait, c'est une instance donc, qui a été créée quand on a été certifié B Corp, qui existait un petit peu déjà avant dans la phase de préparation,
Et en fait, au sein du PICO, on a un leader par pilier, qui sont l'environnement, la gouvernance, les clients, le territoire et les collaborateurs. Donc pendant cette phase de préparation, ces leaders devaient justement préparer tous les documents pour l'audit Bicorp. Et aujourd'hui, ces leaders ont en charge l'animation et la gestion des projets qui incombent à leurs piliers. Alors moi aussi, je fais partie du PICO, même si je ne suis pas leader d'un pilier, avec pour mission la circulation de l'information en interne et aussi en externe. Très bien. Donc c'est clair pour les intentions et votre volonté. La première question ensuite qui me vient, c'est évidemment comment vous avez fait. Donc pour ça, toi, tu as dégagé deux bonnes pratiques. La première, c'est évidemment de donner du temps. Oui, alors donner du temps aux salariés. Chez Cedreo, chaque salarié a 6 jours par an qu'il peut utiliser s'il le souhaite, parce que ce n'est pas une obligation, pour s'investir dans des actions à impact. Après, il y a d'autres petits tips aussi que je pourrais vous donner. Nous, on a chaque année un objectif stratégique d'entreprise qui est lié à la RSE. Donc, on a eu notamment l'objectif de la certification Bicorp, aujourd'hui l'objectif de devenir entreprise à mission. Ce qui permet aussi de fédérer tout l'ensemble des salariés sur un objectif commun. Et on utilise les mêmes méthodes que celles qu'on utilise dans le business pour gérer ces actions RSE. Pour nous, il paraît essentiel de gérer de la même façon que le business ces actions à impact positif. Donc, on détermine une vision, on se donne des objectifs avec des indicateurs et ensuite on déroule notre plan d'action relatif à tout ça. Donc il y a du temps, il y a une structure, mais bien souvent, ce qui va avec le temps, c'est aussi les moyens, les sous-sous. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors oui, toujours la même chose, l'argent c'est le nerf de la guerre, bien sûr. Et à ce niveau-là, en fait, on suit la recommandation Bicorp. Chez Bicorp, c'est 1% du chiffre d'affaires qui est dédié pour le budget du PICO. Après, il faut aussi communiquer pour bien montrer que cet argent, il est utilisé à bon escient. Donc, il y a une grosse part aussi de communication interne pour tenir informé l'ensemble des salariés de toutes les actions qui sont mises en place pour qu'ils aient une vue globale et pas seulement sur l'action du pilier sur lequel ils se sont engagés au départ. Et il y a une chose aussi qui est importante, le fait d'agir sur des champs qui sont complètement différents, donc sur ces 5 piliers, ça permet aussi aux salariés de s'engager dans des actions qui leur tiennent plus spécifiquement à cœur. Ça va de organiser les stages de 3e sur le pilier territoire à participer à l'élaboration et au calcul de notre bilan carbone. Voilà. Offrir aussi une palette assez vaste pour que chacun puisse y trouver son compte, en fait. Ok, très clair. Chose presque aussi importante, voire aussi importante que les bonnes pratiques, c'est évidemment les difficultés que vous avez rencontrées, que vous rencontrez dans ce process. Le premier, c'est vouloir tout faire tout de suite. Oui, alors on est très ambitieux chez Cedreo. Donc effectivement, les plans d'action concernant chaque pilier étaient très, très, très denses. Parce que 6 jours par personne, par an, ça peut paraître énorme, mais ce n'est pas forcément tant que ça, finalement. Oui, on n'avait pas anticipé les sollicitations externes qu'on pourrait avoir au fur et à mesure de l'année. Je pense notamment à une proposition qui nous avait été faite par l'association Noise Impulsion pendant la Nantes Digital Week, qui était un super projet qui alliait en même temps la sensibilisation au tri des déchets et qui donnait la possibilité d'avoir une deuxième vie pour tout ce qui est matériel informatique. Alors sur le papier, on était hyper motivés et en fait, on n'avait plus vraiment le temps de pouvoir s'occuper de ça avec tout ce qu'on avait à côté. Donc voilà, je pense que dans les années à venir, on gardera une petite place pour les sollicitations externes, surtout quand il y a des beaux projets comme celui-là. Un autre point sur lequel tu souhaitais revenir, c'était le fait de maintenir la dynamique dans la durée. Oui, c'est surtout une question qui va se poser pour l'avenir.
parce qu'on a un plan de recrutement toujours ambitieux, hein, ça va être l'adjectif que vous allez retenir avec Cedreo. On souhaite doubler notre effectif d'ici les 3 ans. Et la majorité de ces nouveaux salariés seront basés à Atlanta, où on a des bureaux. Et donc, il va falloir les embarquer en douceur, surtout pas partir dans une logique d'endoctrinement, parce qu'on sait que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Et la bonne nouvelle, depuis qu'on s'est vu pour préparer cette interview, c'est qu'on a une de nos collègues américaines, Heather, qui rejoint le PICO et qui va donc suivre nos réunions de synchro avec tous les piliers et qui va pouvoir commencer à réfléchir sur comment dupliquer ce qui a pu se faire ici en France, aux États-Unis. Et puis, toujours pareil, on mise aussi beaucoup sur la communication interne pour pouvoir embarquer tout le monde. Toutes les 3 semaines, on a une grande messe où on se rejoint, tous les salariés sont là, où le PICO communique encore une fois sur toutes les actions en cours, réalisées, et pour permettre d'éveiller un petit peu les consciences pour ceux qui n'auraient pas encore trop d'investissement en termes de RSE. Ok, très clair. Alors, évidemment, ça valait le coup, sinon tu ne serais pas là aujourd'hui. Quel bénéfice tu souhaites mettre en avant, quelle valeur ajoutée tu souhaites mettre en avant pour Cedreo ? Alors oui, effectivement, c'est aussi un élément qui est très fédérateur au sein de l'équipe et qui donne beaucoup de sens en fait à une majorité de nos collaborateurs. Ce qui est notamment apprécié, c'est de pouvoir travailler sur des projets transverses, de travailler avec des collègues qui ne sont pas de nos départements et qui nous font sortir de nos spécialités. Donc ça, c'est vraiment très apprécié. Et puis, la notion de partage en fait, qu'on a autour de tout ça. Comme toute entreprise, à un moment donné, on s'est posé la question, mais comment va-t-on communiquer sur nos actions RSE tout en restant authentique et en évitant le greenwashing le plus possible. Et donc, c'est là où on s'est dit, mais c'est ça en fait. Il faut essayer de faire effet boule de neige, partager nos pratiques pour donner envie, faciliter aussi l'accès aux entrepreneurs qui voudraient se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé Entreprise Positive avec l'association Planète RSE. Donc c'est un collectif d'entreprises nantaises pour le moment, mais on a quand même vocation à ce que ça se développe à un niveau national, qui partagent les bonnes pratiques sur un site internet, entreprisepositive.org, avec vraiment l'idée de recettes de cuisine un petit peu. Alors comme chaque recette, on peut rajouter un ingrédient, en enlever, faire ça à sa sauce. Mais en tout cas, ça donne déjà une direction et ça peut faciliter en fait la mise en route d'actions pour d'autres entrepreneurs. Ok, donc la notion de fédérer les équipes et fédérer plus globalement au niveau d'autres entreprises. Aussi, ouais. Il y avait aussi l'impact que ça pouvait avoir sur l'ensemble de la structure Cedreo. Oui, alors c'est très fédérateur au sein de l'équipe. L'équipe, du coup, se sent bien chez Cedreo. Et c'est là où, nous, on aime beaucoup cette image, c'est là où le cercle vertueux de la symétrie des attentions fait son travail tout seul, en fait. C'est-à-dire que nous, on est convaincus qu'à partir d'un moment où un salarié se sent bien dans une entreprise et qu'on va venir prendre soin de son salarié, lui-même va du coup prendre soin de ses clients et les retours des clients sont forcément positifs derrière. Donc c'est vraiment un cercle vertueux dans ce sens-là. Le cercle vertueux des symétries des attentions. Exactement. Pas facile, ça. Un autre point que tu souhaitais mettre en avant, c'est la montée en compétences des équipes. Oui, parce que au sein du PICO, les leaders de piliers, sur les 6 personnes, enfin 7 maintenant, et on est 6 à ne pas être cadres. Et on a été formés en gestion de projet, en gestion d'équipe, ce qui permet du coup d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe sous d'autres horizons. Et puis on a surtout vraiment été accompagnés pour cette montée en compétences par la structure. Et ces postes de leader qui ne sont pas vraiment des postes en fait,
on fait ça tous en plus de nos missions quotidiennes. C'est pas ad vitam. L'idéal, c'est que ça tourne. Et donc l'idée aussi, c'est ça, c'est d'inciter via cette montée en compétences chacun à venir tester c'est quoi être leader d'un pilier et être au picot chez Cedréo. Ok, très bien, très clair. Merci beaucoup pour ton témoignage, Laetitia. Merci. C'est l'heure de l'expert, Christophe. Si tu as fini d'être sur les réseaux sociaux pendant que Laetitia parle. Non, ce n'était pas l'esprit, je faisais plutôt des petites notes pour ne pas me perdre dans ce que je vais souligner. L'esprit, c'est évidemment de souligner ce qu'il y a d'intéressant dans cette belle démarche et expérience et d'en tirer les enseignements plus globalement. Moi, j'utilise souvent 5 verbes d'action qui permettent de resituer dans la démarche d'implication et d'engagement des salariés la réussite de leur participation. Le premier, et ça a été souligné, c'est la dimension compréhension. C'est comprendre les intentions stratégiques que le dirigeant inscrit dans la démarche RSE et que ça donne du sens en effet à l'engagement dans l'entreprise. Le deuxième, c'est l'appropriation, c'est-à-dire qu'on peut comprendre pourquoi l'entreprise fait de la RSE, mais sans très bien comprendre comment soi-même on peut y participer et comment on peut contribuer à la démarche. La troisième, c'est la mobilisation. On a besoin en effet à un moment de passer à l'action et il faut mobiliser les salariés dans des projets dont ils peuvent être d'ailleurs à l'initiative, on a pu le voir, ou qui s'inscrivent dans la stratégie RSE de l'entreprise. Et là, je voudrais souligner le fait qu'il y a des challenges qui sont disponibles. On n'est pas obligé forcément d'inventer toujours ces challenges. Mais si on prend la question des mobilités, Nantes Métropole n'est pas manche pour proposer un certain nombre de challenges sur le vélo, sur les mobilités douces, dans lequel on peut s'inscrire et donc profiter aussi de la dynamique de communication et aussi des outils qui sont proposés pour inscrire sa démarche dans une dynamique collective globale. Ça a été souligné le fait de montrer aussi qu'on n'est pas tout seul en tant qu'entreprise dans ces dynamiques et qu'on peut rencontrer d'autres salariés sur les terrains d'action de la RSE. Je pense que ça donne aussi de l'importance et de la crédibilité à la démarche. Et puis, il faut, et ça a été souligné aussi, savoir le partager. Et donc là, de ce point de vue-là, toutes les occasions qu'on a de montrer les résultats, la performance des engagements, ça motive. C'est-à-dire qu'on a besoin tous à un moment de cerner que l'impact, qu'on réduit les externalités négatives, qu'on réduit les impacts, qu'on a des impacts positifs. Et je pense que les salariés ont besoin aussi de mesurer si l'engagement, l'énergie, le temps qu'ils passent apportent des résultats. Ce qui était intéressant dans ce qui était souligné, c'est de ne pas réinventer un système de performance ou d'engagement qui soit différent de celui qui engage chaque salarié dans ses missions et dans la performance de l'entreprise. Donc, faire le parallèle en termes finalement de résultats entre ce qu'on cherche à atteindre économiquement et puis ce que la RSE doit apporter, je pense que c'est vraiment important. Et après, ce que vous avez souligné, qui est aussi à relater, c'est qu'on est souvent au début de la démarche, à partir un peu dans tous les axes, dans tous les sens, qu'on risque de se noyer et de s'y perdre, et que de structurer grâce à un tiers de confiance, comme le label Bicorp, mais il y a d'autres labels, il y a le label Lucie, il y a le label Entreprise engagée de l'AFNOR, il y a aussi des acteurs, des héros, Comité 21, qui proposent aussi des sessions de formation ou d'accompagnement qui permettent en effet de redonner de la place aux enjeux spécifiques. C'est-à-dire que c'est toujours important de se situer par rapport à ces enjeux spécifiques et de ne pas vouloir embrasser tous les enjeux que la RSE est censée résoudre, parce que là, on risque d'avoir du mal à s'y retrouver. Et à ce titre, je pense que quel que soit le tiers, ça peut être des partenariats. On peut aussi s'appuyer sur des ONG, on peut aussi s'appuyer sur les associations qui vont permettre finalement d'avoir un tiers qui interpelle, qui relate, qui revient sur la qualité des engagements et qui challenge. Et qui, vous l'évoquez, de toute façon, la Bicorp, ce n'est pas pour toute la vie. Il y a une vérification de la qualité des engagements et de leurs résultats. Et que ça va permettre aussi d'accompagner le développement et de ne pas se perdre dans le développement. Puis l'autre point, peut-être le dernier, c'est la partie marque employeur. Vous avez un enjeu, comme beaucoup d'entreprises, qui est de recruter des nouveaux collaborateurs sur des métiers en tension pour certains. Tout à fait. Et Nous recherchons des développeurs. Et donc on sait que c'est aussi des publics qui sont ces jeunes diplômés ou ces jeunes professionnels, ils sont sensibles à cette dimension de responsabilité de l'entreprise. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, à suivre le petit calendrier de l'avant du greenwashing du réveil écologique. Ce mouvement d'étudiants, ils sont à peu près 30 000, qui viennent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs de l'université, et qui en gros donnent le là en disant nous, on n'a pas l'intention de bosser pour des entreprises qui n'assument pas leurs responsabilités à l'égard de la planète, des communautés. Et donc ils attendent évidemment, de ce point de vue-là, des preuves, et si les preuves sont au rendez-vous, ça a un élément de différenciation, je pense, sur le recrutement,
qui peut jouer, d'autant qu'on est de plus en plus, j'en suis un premier témoin, en école de commerce ou d'ingénieur, à intégrer ces enjeux dans la formation, dans les compétences que leur délivre. Et donc, si on les inscrit, ils sont forcément en attente de voir qu'il y a une liaison entre ce qu'on met en perspective dans la formation et ce qu'ils pourront vivre professionnellement. Et puis, je termine sur l'aspect communauté. Je pense que c'est très important d'aller vers, en effet, d'autres entreprises qui ont le même désir d'engagement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut transposer ou transférer, même dans les entreprises qui ne sont pas du même secteur, qui n'ont pas le même métier. C'est très inspirant, et comme on est dans une démarche de progrès qui n'est pas sans cesse terminée, mais qui doit être continue, ça permet de ne pas oublier cet objectif, de rester vigilant, et puis de se faire challenger, une fois de plus, par les membres de cette communauté. Merci beaucoup Christophe pour ça. Moi j'ai juste une question pour toi en tant que directeur de campus du coup d'une école. Est-ce que justement donc, la RSE, l'engagement s'est intégré à votre programme si j'ai bien compris? Est-ce qu'en arrivant, les jeunes ont déjà ces notions en tête, ou est-ce que ça se construit au fur et à mesure du parcours chez vous? Et ensuite, ils challengeront les entreprises. C'est quoi le parcours? Alors, on a deux types de jeunes par rapport à la RSE. On a en effet ceux qui chevillaient au corps ce défi ou cette perspective, qui ont envie de s'en emparer et qui sont en général très mobilisés, voire très informés, finalement, des défis qui sont devant eux. Puis on a d'autres types d'étudiants, il ne faut pas le nier, qui sont plutôt rétifs, ou en tout cas qui sont dans une incertitude par rapport à la valeur de ces défis ou de ces engagements. On a beaucoup de débats sur le défi climatique. Est-ce que ça renvoie dans notre quotidien d'actions qu'on doit mettre en œuvre pour changer nos émissions? Et c'est quand même, beaucoup d'entre eux ont tendance à appuyer très vite sur le bouton livraison à la maison, alors qu'ils sont à 10 minutes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc, on a fait venir notamment Julien Dossier là, auprès de nos masters en début d'année pour remettre en place cette préoccupation climatique et puis montrer comment on peut la résoudre à l'échelle individuelle et collective. Et il y a beaucoup d'étudiants qui étaient interpellés par la dimension individuelle, et qui se disaient c'est un peu facile de nous demander des efforts aussi conséquents, alors qu'on sait que la responsabilité elle est partagée et que les grands émetteurs ne sont pas forcément nous. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire pour donner du sens, encore une fois, à cette démarche, parce que comme on en parle beaucoup, c'est assez anxiogène quand même cette perspective. Forcément, il faut remettre le sens en face pour qu'eux ils puissent s'en emparer et puis voir qu'il y a des opportunités aussi dans les innovations que ça va susciter, auxquelles ils peuvent contribuer. Merci. On va maintenant passer donc à vos questions. Une première question, donc pour revenir sur l'intervention de Laetitia. Une grand-messe toutes les 3 semaines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors on a une organisation assez classique d'entreprise. On fonctionne par sprint en fait de 3 semaines. Et on a une réunion qui dure au final 45 minutes, c'est pas non plus toute l'après-midi, qui permet à chaque département de dire sur quoi il a été focus les 3 semaines précédentes et pour les 3 semaines à venir. Et depuis septembre, là, le PICO a justement aussi, en plus des différents services, son petit temps pour venir toujours communiquer sur ce qui avance, ce qui est fait. L'idée, au-delà de l'engagement de chacun des salariés, c'est d'aller un petit peu plus loin. Nous, on a un objectif à très court terme là, pour le PICO, qui est que chaque salarié de l'entreprise puisse pitcher la démarche globale RSE de l'entreprise et sache citer 2 exemples d'actions sur chacun des piliers. Et donc, ces informations, elles passent à ce moment-là, ce qu'on appelle le All Hands, toutes les 3 semaines. Voilà. Très bien, très clair. Une autre question, comment est organisé le fonctionnement entre donc, le fameux PICO et la direction générale pour déployer les actions, l'intégrer dans une stratégie d'entreprise aussi? Alors, donc, comme je disais, les objectifs globaux d'entreprise concernant la RSE, donc ça a été la première, la certification B Corp, et ensuite entreprise à mission. La direction n'est pas dans le PICO. On n'a aucun membre de la direction, aucun associé dans le PICO. On est vraiment une instance à part entière, au même titre qu'un département, avec son propre budget, puisqu'on a les 1% du chiffre d'affaires en budget. Et en fait, chaque leader a son plan d'action qui est prédéfini, qui a été validé par l'ensemble des salariés et donc aussi la direction. Et on est vraiment sur de la confiance, en fait.
par rapport à tout ça. On a donné les grands axes, les grandes directions, on est d'accord sur la vision, sur les objectifs, le plan d'action. Ensuite, quand il s'agit de dérouler, et ben voilà, les leaders sont là avec leurs équipes pour dérouler tout ça. Très clair. Troisième question. Alors, les 6 jours par an donnés aux salariés pour s'investir dans des actions à impact sont des journées en entreprise ou peuvent être destinées à de l'associatif. Si cela concerne des actions en dehors de l'entreprise, est-ce que vous demandez de justifier sur ce qui a été fait sur la journée ? Alors, oui, les 6 jours par personne, c'est effectivement pour la mise en place d'actions en interne, ce qui ne nous empêche pas de travailler aussi avec des associations. L'année dernière, pour la compensation, on a travaillé avec Mini Big Forest. On est allé une matinée dans un lycée à Nantes-Nord, Monge. C'est ça, ça doit être Monge, où on est allé pendant toute une demi-journée planter des arbres autour de leur stade. On n'a pas encore eu de demande concernant je voudrais m'absenter pour pouvoir, avec une association extérieure, m'investir sur des projets à impact. Je pense que je ne m'avance pas trop en disant qu'il y aurait certainement possibilité pour que ça se fasse et que ce soit effectivement compté sur ces 6 jours. Et je pense même que l'idée, ce serait, mais dis donc, cette association, de quoi il s'agit ? Est-ce que ça ne pourrait pas être toute l'entreprise, finalement, qui pourrait contribuer à cette action ? Puisque la plupart, il y a quand même beaucoup aussi d'actions qui émanent de chacun des salariés. Donc ça peut aussi être une proposition qui peut être faite au PICO et au leader qui est concerné par l'action. Une autre question. Une entreprise multiculturelle, donc France, États-Unis, Oui. présente-t-elle des contraintes, des particularités, des pratiques RSE sont-elles territorialisées ? Alors, sur le pilier territoire, oui, forcément, on parle du territoire sur lequel on est implanté. Donc, nous, à Nantes, on est focus sur... on est à Nantes-Ouest, donc Saint-Herblain, donc sur tout le quartier Bellevue, etc. Et pour l'instant, c'est pour ça qu'on est bien contente que Heather soit avec nous sur le PICO. On n'a pas encore d'action concrète qui se déroule à Atlanta. Et l'idée, c'est justement ça, parce que ça va pas être la même chose. Là, on voit par exemple, sur le pilier collaborateur, on commence à se poser des questions. On n'est pas loin de signer un accord avec l'école d'ostéopathie, par exemple, pour pouvoir aller faire des séances à des tarifs défiant toute concurrence par les étudiants de cette école. Et donc, on a eu un sondage concernant cette question-là. Est-ce que vous êtes intéressé par ceci, cela ? Alors, aux États-Unis, l'ostéopathie, ça ne leur parle pas du tout. Déjà, s'ils pouvaient se faire rembourser quand ils ont une carie, par exemple, ce serait pas mal. Donc oui, il y a des différences culturelles. Et c'est là-dessus, je pense qu'on va commencer à travailler avec Heather, voir ce qui peut être mis en place et qui va vraiment avoir un impact là-bas, qui n'est pas forcément la même chose ici en France. Ouais. Très bien. Une 5e question. Les membres du PICO, décidément le PICO, ça génère des questions, c'est bien. Les membres du PICO mènent ces projets en plus de leur mission, si j'ai bien compris. Ont-ils un temps officiel dédié ? Ont-ils des formes de valorisation, titres, primes, etc. Alors, au tout départ, les leaders de piliers et les membres du PICO avaient eux aussi 6 jours par an. On s'est rendu compte au bout de 3 mois que ça ne tiendrait jamais. Donc, les leaders de PICO ne comptent pas le temps qui passe pour gérer ces projets-là. Après, c'est en accord aussi avec les managers pour que ça ne vienne pas empiéter trop sur leur mission du quotidien. Et c'est en ça où, là, je parle vraiment en mon nom, où je trouve que c'est intéressant aussi de faire tourner ces leaders. D'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la montée en compétences qui est hyper intéressante, pour l'engagement de chacun, et puis pour se reposer un petit peu aussi sur ses missions principales de temps en temps, parce que ça prend, oui, quand même pas mal de temps. Très bien. Je vais remettre la slide avec le numéro, si ça veut bien, si vous souhaitez reposer d'autres questions. Là, il y en avait. Voilà, il y a le numéro qui est ici. Si vous souhaitez poser des questions, allez-y. Moi, j'en avais une autre de notée sur l'attractivité de l'entreprise.
Comment est-ce que tu as constaté que ça avait boosté l'attractivité de Cedreo? Quels sont les retours terrain concrets là-dessus? Alors, c'est pas forcément évident parce que comme on disait tout à l'heure, les métiers sur lesquels on recrute, c'est vraiment hyper tendu. On se rend compte effectivement, ça fait écho à la conférence qu'il y avait juste avant, qu'aujourd'hui, les candidats se renseignent énormément sur l'entreprise avant de venir en entretien. Nous, même chose, on a un process de recrutement qui est un petit peu, qui est un petit peu long, non, il n'est pas long, mais il y a quand même plusieurs entretiens et qui se terminent par un entretien collectif avec l'ensemble des salariés pour qu'il puisse y avoir une rencontre, etc. Et effectivement, on se rend compte que les nouveaux candidats lisent énormément ce qu'on peut communiquer, nous, en tant qu'entreprise, et sont souvent quand même assez sensibilisés à ces sujets-là. J'ai pas tant de chiffres, c'est plus une sensation en fait que quelque chose de très fixé à ce sujet-là. Mais nous, de toute façon, c'est que du plus la marque employeur par rapport à cette démarche. Et c'est pas uniquement pour ça qu'on l'a mise en place, loin de là. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Alors, je voulais juste compléter sur la dimension animation qui a été soulignée tout à l'heure, la nécessité de structurer l'animation, en effet, de la démarche. Donc, on parle du PICO. Le fait d'avoir un copil RSE, c'est bien le minimum. Et puis, dans le PICO, vous avez des non-cadres. Il n'y a pas que des cadres. Donc, de laisser ouvert aussi ce copil à des non-cadres. Et le deuxième élément, c'est, en fonction de l'échelle de l'entreprise, c'est aussi de penser les correspondants RSE. C'est-à-dire de structurer aussi des relais sur les différents services ou les différents sites, et puis animer ces correspondants, parce qu'ils vont faire remonter aussi la difficulté de déploiement de certaines actions, de certaines initiatives. Puis c'est aussi, pour la dimension reporting, ceux qui vont collecter aussi les infos, les données qualifiées, qui vont permettre d'alimenter le rapport qu'un jour on va bien être amené à faire, qui est un outil de communication important dans la démarche. J'ai une question sur la moyenne d'âge des salariés chez Cedreo. Je ne l'ai pas calculé. À peu près. Je dirais une trentaine d'années. 30, 35. Oui, et tu disais que quand on a préparé la conférence, vous recrutiez plutôt des gens qui avaient déjà une expérience. Alors, sur tout ce qui est développement, ouais, on est plutôt sur du profil senior. Au niveau du produit aussi, on est plutôt sur du profil senior pour l'instant. On n'a pas beaucoup de turnover aussi. C'est pour ça que la moyenne d'âge, elle vieillit au fur et à mesure des années, parce qu'on a beaucoup de monde qui arrive, mais on n'a personne qui part. Donc voilà, je pense qu'on va avoir une population vieillissante au fur et à mesure de l'âge de l'entreprise aussi. Ouais. Donc ça, c'est quand même un élément tangible de votre attractivité. Ah bah oui. En fait, tout le monde se sent très bien dans l'entreprise. Ouais. Ouais. Vous voulez devenir entreprise à mission. Oui. Pourquoi c'est évidemment un objectif suprême pour vous? Oui, alors suprême, en tout cas qui va venir sceller nos engagements, ça c'est la première chose, et qui va nous permettre aussi d'impliquer toutes les parties prenantes dans la gestion de toute l'entreprise. Et ça nous paraît important. Enfin voilà, on parlait de l'écosystème, du CEDRE, pour nous la démarche RSE, pardon, c'est ça aussi. C'est impliquer une majorité de personnes avec qui on travaille autour de tout ça. Et donc, dans le comité de mission, c'est bien les recommandations, c'est d'avoir un maximum des parties prenantes, que ce soit fournisseurs, clients, partenaires, qui fassent partie de ce comité de mission. Donc, c'est vraiment sceller notre engagement de devenir entreprise à mission. Oui. Et d'ailleurs, il a fallu trouver la mission, dès la première étape. Et ça a été un travail qui a impliqué l'ensemble des salariés sous forme d'ateliers. On a été accompagnés pour ça. Et ce n'est pas le dirigeant qui est venu dire « notre mission, c'est ça ». On a tous réfléchi ensemble à travers différents ateliers pour déterminer quelle était notre mission. Très bien. Une autre question, donc concrètement, comment embarquez-vous les collaborateurs? Comment les motivez-vous? Chez nous, le projet est mené par une équipe, mais nous avons encore des difficultés à motiver une majorité de collaborateurs malgré des actions solidaires, conférences, etc., proposées de façon très régulière.
Alors nous, ça a été le cocktail gagnant chez nous, mais c'est pas forcément la solution, mais ça peut donner des idées. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi de proposer une palette d'actions qui soit hyper large. On a tous des sensibilités qui sont différentes, on a tous envie d'agir à des niveaux différents, sur des sujets différents, de la gouvernance, territoire, client, collaborateur, environnement. On peut avoir vraiment des actions qui sont totalement différentes et nous, jusqu'à maintenant, voilà, chacun y trouve son compte. C'est vrai que 2020, ça a été un petit peu particulier pour s'investir dans des actions. Mais là, sur 2021, tous les salariés, même s'ils n'ont pas passé leurs 6 jours, ont utilisé quelques jours pour s'investir. Donc, et puis, comme je disais tout à l'heure, de la communication interne, ça vaut le coup, on a des résultats qui sont positifs, ça motive aussi pour toujours essayer de faire mieux. On aime beaucoup ça aussi chez Cedreo, toujours faire mieux, s'améliorer, etc. C'est vraiment dans la culture de l'entreprise, donc ça résonne en fait en chacun des salariés. Une dernière question, tu parlais de l'année 2020. Est-ce que tu as ressenti que ça avait, cette année évidemment tronqué avec celle qui a suivi, est-ce que tu as senti que ça avait fait évoluer les mentalités des personnes chez Cedreo pour aller vers davantage d'engagement, davantage de sens ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que c'était déjà, je pense, assez prégnant. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu tant que ça d'influence. Alors, parce qu'on avait déjà une politique de télétravail en fait, qui était bien établie avant le Covid, donc ça continue. Parce que donc, on aime bien, ça agit quand même sur notre bilan carbone, hein, le fait de rester à la maison travailler. On a pas mal de collaborateurs qui habitent en périphérie nantaise. Mais non, il n'y a pas... Ça n'a pas été, je pense, un élément qui a pu déclencher ou déverrouiller des choses dans l'esprit des collaborateurs. Ça fait quelques années aussi qu'on travaille là-dessus, hein, donc ça avait déjà bien avancé. Ok, très clair. Un grand merci à toi Laetitia pour ton temps, ta disponibilité. Merci. Christophe, merci également. On espère que cette conférence aura répondu à vos attentes et vous aura donné des idées, l'envie de faire. Social Change, évidemment, c'est pas fini, ça continue cet après-midi, donc restez et puis on vous souhaite à tous un bon appétit, de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tout le monde. Bonne journée.